nous avons une génération, instruite ou pas, qui est dans une espèce de servitude volontaire et qui prend un risque considérable parce que lorsqu'il parle de la dette, ils ne se rendent pas compte, lui qui parle de crise de trésorerie. Moi, j'ai cité mes sources. Lui, ne sait pas que... Oh, s'il te plaît. Lui ne sait pas que... Non, je parle d'autre chose. Merci, monsieur, rapidement, Guy Mafimba. Non, juste pour dire une chose. C'est quand il parle de crise de trésorerie. Il ne sait pas que si Sassou a fait, monsieur Denis Sassou Nguesso, va donc chercher les eurobonds, c'est parce que dans le marché sous-régional, notre signature n'est plus crédible. Ce discours-là, il a vraiment été parfait dans le sens où il a instauré une feuille de route, il a fait un petit état de ce qui a été réalisé dernièrement. Et il a fait une feuille de route assez détaillée sur les axes notamment que j'ai évoqués principalement, la sécurité intérieure, le développement des infrastructures notamment sociales, et surtout la préparation du Congo de demain, parce que la jeunesse est le cœur du Congo, d'où le fait que le président il puisse également en faire l'un de ses chevals de bataille. Alors, j'ai essayé de prendre effectivement son discours. Alors, je l'ai regardé rapidement, il est là, ce discours, 5 feuillets, et je cherchais des choses que je n'ai pas trouvées. Alors, quelles sont ces choses que je n'ai pas trouvées? Les variables économiques chiffrées, d'abord, premièrement. Deuxièmement, on lit un papier qui, d'ordre général, c'est très bien construit, comme dit notre ami. C'est un discours qui est très bien compris, mais on reste quand même sur la fin. Je ne vais pas reprendre les différents thèmes qu'il a évoqués, qui sont justes, bien entendu. On voit que c'est un discours qui a été bien fait, mais il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comment arrimer la population, effectivement, à un discours comme celui-là? On a l'impression que c'est pas une fin de règne, c'est un nouveau règne qui démarre. Or, le président est là depuis fort longtemps. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré au discours sur l'état de la nation prononcé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Que faut-il retenir de ce discours? On en débat ce soir sur nos antennes en compagnie de nos invités. Guy Mafimba, acteur politique congolais, bonsoir. Bonsoir, Caroline, merci. Lucien Pambou, professeur d'économie éditorialiste, bonsoir Lucien. Bonsoir, Caroline. Et désormais maître Ben Luther Touré, avocat au barreau de Paris, bonsoir maître. Bonsoir, Caroline. Et depuis Brazzaville, notre ami Antoine au Congo. Bonsoir Antoine. Bonsoir Carlyle. Antoine, je reste avec vous, vous qui étiez à Brazzaville au moment du discours du président de la République. Comment avez-vous trouvé cette déclaration sur la forme? La déclaration sur la forme, elle était parfaite comme d'habitude, je dirais, parce que le président, il est habitué à ce type d'exercice. Et surtout, son message, il a été très clair et très structuré. Le président, il a toujours eu à cœur certains sujets, notamment la sécurité, la paix, et il a commencé notamment par ce point-là pour ensuite enchaîner sur ses engagements, notamment celui du développement qui rentre également dans son PND qui se termine justement l'année prochaine avec également les élections, et notamment les réformes économiques qu'il a entrepris et qu'il entreprendra encore jusqu'à la fin de son mandat et peut-être par la suite également. Et surtout, pour terminer par la jeunesse qui le tient énormément à cœur, parce que, on le rappelle, l'année dernière a été décrétée comme une année de la jeunesse, et elle a été prolongée notamment jusqu'à la fin du mandat avec le PND notamment. Il y a quelque temps, le président a inauguré un complexe scolaire de près de 10 000 élèves, pardon, à Talangaï, qui est un quartier nord de Brazzaville. C'est le complexe scolaire de Liberté. Et donc, ce discours-là, il a vraiment été parfait dans le sens où il a instauré une feuille de route, il a fait un petit état de ce qui a été réalisé dernièrement. Et il a fait une feuille de route assez détaillée sur les axes notamment que j'ai évoqués principalement, la sécurité intérieure, le développement des infrastructures notamment sociales, et surtout la préparation du Congo de demain, parce que la jeunesse est le cœur du Congo, d'où le fait que le président il puisse également en faire l'un de ses chevals de bataille. Et surtout, la jeunesse, c'est le Congo de demain.
Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, si elle n'est pas formée, si elle n'est pas habilitée à occuper des emplois, notamment de cadres ou de techniciens pour faire avancer le Congo de demain, le Congo, il tombera comme beaucoup de pays aujourd'hui. Et la Merci Antoine. sécurité, c'est vraiment le cœur. Oh, avant d'aller trop dans les détails de son discours, je voulais juste qu'on puisse rester sur la forme. Mais merci parce que vous avez précédé en tout cas des thèmes qu'on abordera sur ce plateau. Lucien, est-ce que vous avez vu un président dynamique, en pleine forme, un discours qui intervient, il faut dire, quasiment en fin de mandat? Écoutez, Caroline, pour moi, le président Sassou est resté égal à lui-même. Alors, je vais employer deux figures stylistiques littéraires. Il est dans une approche de ce qu'on appelle l'antonomase politique. C'est quoi l'antonomase? C'est-à-dire que son nom propre, le nom de Sassou, est devenu un nom commun, un lieu commun. Il a complètement occupé l'espace, à tel point qu'on a l'impression qu'il est le seul homme politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la métonymie, c'est quoi? C'est l'idée, en fait, que à partir d'un discours calibré, il apparaît comme incontournable. Alors, tout à l'heure, on a mis l'accent sur la paix. Quand vous regardez très bien dans la métonymie, l'effet, c'est quoi? L'insécurité. Et cette insécurité qui est combattue, la paix. Vous vous souvenez que nous avons eu une émission et dans laquelle je disais, en effet, il y a deux éléments cardinaux chez le président Sassou. C'est à la fois l'unité, la paix, d'accord, et le fameux mouchoir blanc. Sauf que là, il n'avait pas le mouchoir blanc, ok, signe de pureté. Il était en plein congrès. Qu'est-ce qu'on remarque? Alors, j'ai essayé de prendre effectivement son discours. Alors, je l'ai regardé rapidement, il est là, ce discours, 5 feuillets, et je cherchais des choses que je n'ai pas trouvées. Alors, quelles sont ces choses que je n'ai pas trouvées? Les variables économiques chiffrées, d'abord, premièrement. Deuxièmement, on lit un papier qui, d'ordre général, c'est très bien construit, comme dit notre ami. C'est un discours qui est très bien compris, mais on reste quand même sur la fin. Je ne vais pas reprendre les différents thèmes qu'il a évoqués, qui sont justes, bien entendu. On voit que c'est un discours qui a été bien fait, mais il manque l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Comment arrimer la population, effectivement, à un discours comme celui-là? On a l'impression que c'est pas une fin de règne, c'est un nouveau règne qui démarre. Or, le président est là depuis fort longtemps. Donc, on attendait quand même qu'il présentât, effectivement, dans son discours général, des éléments chiffrés. Je vois un exemple très concret. Hein. Par exemple, sur la dette, sur l'endettement. Les 670 milliards qui ont été levés sur les marchés financiers, il n'en parle pas. Il parle de la dette comme ça. Il se félicitait de la levée des eurobonds. Oui, des eurobonds. Ouais. Il n'en parle pas. Donc, il n'en parle pas. Il aurait pu nous dire, en effet, ça engage le Congo à quoi? Et à comment les Congolais vont-ils supporter ce remboursement-là, avec un coupon à 9% et un taux d'intérêt à 13,75%. Donc, on reste un peu sur sa fin, mais, comme j'ai dit, l'homme Sassou n'a pas besoin de chiffres. Il est dans la métonymie, c'est-à-dire que pour lui, c'est d'abord la sécurité, et la sécurité, devinez c'est qui? C'est le président Sassou. Maître, j'y arrive désormais, le discours sur l'état de la nation, pour ceux qui ne le savent pas, d'un point de vue constitutionnel, ça sert à quoi concrètement? D'abord, peut-être très rapidement, avant de répondre à cette question, il faut se dire que ce discours a lieu le 28 novembre donc, 2025, c'est-à-dire que la date du 28 novembre, c'est la date de la proclamation de la République du Congo. Donc ça veut dire chaque année, le président de la République tient souvent ce discours depuis le palais. Et donc, cette année, et là, c'est là que je vais répondre à votre question d'un point de vue constitutionnel, il voulait donc donner un accent un peu particulier à son message, c'est-à-dire rallier la célébration historique de cette date à un message important, donc c'est-à-dire le discours du président devant le Parlement réuni en Congrès, c'est-à-dire devant la représentation nationale. Alors, lorsque le président souhaite délivrer un message à la nation, qui est une de ses prérogatives constitutionnelles, donc il réunit le Parlement en Congrès. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a un message très très important, un message solennel qu'il veut délivrer à la nation. Et si il faut revenir sur la forme, comme un peu tous les
tous les autres, je dirais que le discours du 28 novembre 2025, à mon sens, s'inscrit dans une tradition démocratique moderne. Et là, je réponds aussi d'un point de vue constitutionnel. Pourquoi? Parce que, en ce qu'il permet donc, en la forme d'ailleurs, en quelque sorte, permet une ritualisation démocratique, permet le respect de la séparation des pouvoirs, d'un point de vue constitutionnel, je suis en train de répondre. Et donc, aussi, ce discours permet finalement de donner une place institutionnelle à la parole présidentielle. C'est ça le message délivré. Il n'est suivi d'aucun débat, ce discours. Mais justement parce que c'est un message qui est délivré à la nation, par le Parlement réuni en congrès. Et ensuite, on voit dans ce message aussi une chose sur la forme, c'est qu'il y a une espèce de mise en avant de la mémoire nationale plutôt qu'une réécriture, on va dire, un peu idéologique. Voyez? Donc ça veut dire qu'il y a une volonté de rupture avec un peu la tradition ancienne. C'est pour ça que je dis que c'est un message qui épouse une idée de démocratie au sens moderne. Pourquoi? Parce que le président reconnaît d'abord les crises, il ne se dédouane pas de sa responsabilité. D'ailleurs, rappelle à ce titre son discours célèbre, le « J'assume » du 26 avril 1991. Et il valorise aussi la résilience du peuple congolais. Puis, il essaie d'inscrire l'histoire dans une espèce de continuité nationale, parce que souvent, l'histoire nous est souvent déformée, etc. Et enfin, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, on avait l'impression aussi que c'était, en quelque sorte, un peu un discours bilan du quinquennat, puisque le président commence par citer des grandes réalisations, etc., des projets qui sont encore aussi en cours, etc. Et enfin, c'est aussi, on peut dire que c'est aussi un discours un peu rassembleur autour d'un idéal qui est donc la paix. Voilà sur la forme ce que je peux noter. On reste sur la forme, monsieur Guy Mafimba. Alors, sur la forme, première chose, il faut le dire, je n'ai pas fait les statistiques. 80% des Congolais ne suivent plus les discours de M. Denis Sassou Nguesso. Je dis bien 80%. Moi qui vous parle, je n'ai même pas besoin de lire le discours. Vous voyez, je n'ai pas de papier. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce qu'il va dire. Pourquoi je le sais? J'ai travaillé dans un ministère. Je sais comment c'est conçu ces discours sur l'état de la nation. M. Denis Sassou Nguesso, j'étais au ministère du Tourisme. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son conseiller touriste venir voir le ministre du Tourisme. Qu'est-ce que vous avez fait pendant l'année? On vous donne des indications, mensongères ou pas. Et il fait tout le ministère. Et au niveau de son cabinet, c'est celui qui rédige souvent, c'est M. Tchiba, Florent Tchiba. Et raison pour laquelle vous avez vu ce côté lyrique, il cite les philosophes, machin, quoi. Bon, Tchiba fait la synthèse. Mais je suis convaincu, au regard de l'épuisement politique de M. Denis Sassou Nguesso, ça fait 28 ans qu'il est au pouvoir. Il lit pratiquement plus l'avant. Avant, il va lire peut-être une fois son discours, et il commence à débiter. D'où ce discours, il y a 4 séquences. Je vais aller très vite. Il est resté pendant pratiquement 15 minutes sur les questions historiques. Et là, je suis dur à l'égard de M. Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il revisite l'histoire du Congo, de la République. Et moi, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle les contentieux historiques, je vous ai dit parler ici. Et M. Denis Sassou Nguesso a tronqué l'histoire. S'est exonéré des violences politiques de notre pays, alors qu'il est acteur des violences politiques depuis 1963 jusqu'à aujourd'hui. On va y revenir parce que je suis blessé dans le sens où il n'inculque pas la conscience historique aux générations pour qu'ils ne retombent pas dans les violences que notre pays a connues jusqu'à aujourd'hui. Deuxième séquence, il bascule donc des violences. Il a voulu faire une transposition des violences politiques dont il est acteur avec la délinquance juvénile des bébés Koulouna ou je ne sais pas quoi, en faisant une espèce de transposition et en sortant le mot fétiche, la paix. C'est-à-dire c'est moi qui incarne la paix. Mais c'est là, on voit la bipolarité de l'homme de Sassou Nguesso. M. Denis Sassou Nguesso est acteur,
dans tout ce que nous avons connu comme violence, et il devient comme le sapeur-pompier qui dit « Ah, moi je suis le pompier pour comment dirais-je, régler la question de paix ». Et les 2 dernières séquences, c'est là où il rentre dans le bilan économique. Et là encore, je ne voudrais pas être dur, mais Lucien le disait tout à l'heure, un chef d'État vient avec des indicateurs, des variables. Et lorsqu'il parle de la dette, on va y revenir, d'une gravité extrême, où il est en train de sublimer un régime qui passe son temps à s'endetter. Et il termine, là c'était encore le comble, sur la diplomatie. Alors, M. Sassou Nguesso, on va y revenir, a oublié de nous dire que le Congo a fait 2 voix lorsqu'il a présenté son candidat à l'UNESCO. Et enfin, pour aller à l'encontre de ce que dit Maître, là on n'est plus dans une république. Celui qui a clôturé ce congrès, qui a présidé le congrès, c'est le président de l'Assemblée. Et dans la salle, il y avait les représentations diplomatiques étrangères. Vous avez entendu sa conclusion? Il a demandé à ce qu'on applaudisse pour que Denis Sassou Nguesso se présente comme candidat. Il a confondu le Parlement réuni en congrès pour décliner un message républicain au congrès du PCT. Raison pour laquelle je dis souvent, le Congo n'est plus une république. Le Congo, c'est un parti-État PCT avec à sa tête M. Denis Sassou Nguesso. Et à la fin de ce discours, si on donnait 1000 passeports aux jeunes Congolais, je pense que 900 jeunes Congolais allaient quitter le pays parce qu'il n'y a plus d'espoir. Mais nous sommes là, je suis là, en tant qu'acteur politique, pour essayer de donner aux Congolais encore l'espoir de ce que le pays-là va renaître demain. Pour des questions de transparence, je précise qu'une invitation est adressée, comme d'habitude, à nos amis du Parti congolais du travail. Elle est restée sans suite. Parlons d'actualité maintenant, messieurs, parce que le président a évoqué un sujet brûlant. Je propose qu'on l'écoute et je vous laisse réagir dans la foulée. Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. Voilà, le président a confirmé que le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. Docteur Benut, maître, pardon, il faut que j'y arrive désormais. Je m'habitue à vous donner votre titre. C'était important pour le président de revenir sur cette actualité pendant son discours suite à la nation. C'était, je dirais même, très très important, puisque ça fait partie des actualités qui ont marqué, en fait, ou qui marquent encore l'année 2025. Et c'est une actualité qui est brûlante actuellement. Et il ne faut pas non plus peut-être laisser croire qu'il s'agit là d'une question d'une moindre importance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de la sécurité quand même des Congolais. Et je rappelle, et là, quand j'entends parfois dans certains médias, les gens parler de la délinquance juvénile, je suis horripilé d'entendre ça, dans la mesure où peut-être il y a une sémantique un peu terminologique que ces gens peut-être n'arrivent pas à appréhender. Un délinquant, c'est celui qui commet des délits. Délit, c'est quoi? Ça veut dire que je vole seulement sans circonstances aggravantes. Je fume, par exemple, je prends le chanvre, je prends la drogue, etc., sans circonstances aggravantes. Mais là, on parle des jeunes qui violent, qui tuent, qui commettent des crimes. En droit, ça s'appelle des crimes. Donc, ce sont des criminels. Vous voyez? Donc, il ne faut pas avoir une vision un peu réductrice de cette question. C'est pour ça, pour le président, ça reste une question centrale, Et aujourd'hui, vous allez à Brazzaville, vous allez à Pointe-Noire, je dirais, sans peut-être, et là encore pour reprendre un peu ce que le doyen a dit, j'ai peut-être pas les chiffres, mais quand on voit l'engouement de la population derrière cette opération, ça montre à quel point
le peuple, la population souffrait de ce phénomène-là. Et donc, pour lui, c'est pas la question de sécurité, la question de préserver l'intégrité physique des Congolais, ce n'est pas une question qu'il faut prendre à la légère. Donc, il était, à mon sens, nécessaire, dans le cadre d'un tel discours, avec beaucoup de solennité, avec beaucoup de caractère, surtout d'un point de vue juridique, à mon sens, il était important de revenir sur cette question-là. Une lutte intraitable, hein, Lucien. Oui. On avait un président en chef des armées martelé qu'il y a plusieurs critiques. On a fait 2 émissions ici qui ont eu du succès, malgré les critiques. Il maintient mordicus, quoi. Alors, il maintient mordicus. Là, il n'utilise plus le mot terrorisme, c'est bandits maintenant. Ce sont des bandits. Donc, ces bandits-là... C'est très attaché au mot. Je ne sais pas s'il avait utilisé ce mot. Oui, non, mais... C'est Antoine qui avait levé le débat sur ce plateau. C'est très intéressant parce que... C'est le terrorisme aussi. Alors, pour moi, ça ne peut pas être... Allez-y, Lucien. Être terroriste, effectivement, quelqu'un, par exemple, les djihadistes, qui discutent effectivement une situation politique, qui veut mettre leur situation politique à la place d'une autre. Bon, or, ces Koulouna-là sont des gens, en effet, qui créent la terreur, c'est vrai, qui engendrent une espèce de violence physique, et donc, ce que fait le chef d'État, c'est tout à fait normal en tant que chef des armées, donc, introduire le calme, introduire la paix, parce que c'est quand même ça son mantra. La paix civile. Ok, la paix, oui, bien sûr. Introduire la paix, c'est quelque chose qui est absolument pain béni pour lui. Pourquoi? Mais parce que, en effet, le président de la République, ok, apparaît vis-à-vis des Congolais avec une petite idée en tête. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein, écoutez bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Le nom propre de Sassou devient un nom commun. S'il y a quelqu'un qui doit lutter contre effectivement le banditisme, contre la délinquance, je dis, juvénile meurtrière, c'est bien le président Sassou. C'est bien, effectivement, des crimes, oui, bien sûr. Allons-y. Donc, c'est pas la délinquance. Ça tombe bien, Lucien, pour vous, c'est quoi? C'est la délinquance juvénile ou c'est des criminels? S'ils commettent des crimes, pour moi, c'est pas la délinquance. Délinquance juvénile criminelle. Ben non, ça ne peut pas exister. Les deux ne peuvent pas cohabiter. Mais bien sûr, si c'est des criminels, donc ils commettent des crimes. Donc ce sont des criminels. Oui, ce n'est pas des délinquants. Mais avant de devenir criminel, l'état de départ, c'est bien la délinquance. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Ils commettent des crimes. Sociologiquement, ils commettent des crimes. On a des lectures différentes. La sociologie dit que... Non, c'est un terme juridique. Oui, mais c'est juridique. Le juridisme, pour le juridisme... C'est pas le juridisme, c'est un terme juridique. Vous ne pouvez pas définir un crime ou un délit autrement que par le droit. Bien, Lucien, terminé. Je termine. C'est la sociologie d'abord. La qualification, elle est juridique. Je termine. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais la qualification est juridique. juridique. Pour le président, c'est du pain béni. C'est une affaire d'État désormais, cette affaire de loi. Mais ça doit être une affaire d'État. C'est une affaire d'État. C'est une affaire de sécurité. On peut aussi se poser la question, pourquoi maintenant seulement? Regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi je demande aux populations d'accompagner résolument les efforts de la force publique dans l'éradication de tous ces criminels, attention, j'ouvre les guillemets, invétérés. Antoine, vous qui êtes au Congo, est-ce que vous êtes dans cette dynamique aussi? Est-ce que vous voyez des Congolais dans cette dynamique? Avant, j'ai vu sur Facebook un post là, en circulant où on encensait le patron de la garde présidentielle aujourd'hui. Il y a un coup politique quand même derrière cette opération. C'est pour ça qu'elle est élevée quand même au rang, je dirais, d'affaires d'État. Parce qu'on en fait écho dans un discours sur l'état de la nation. Aujourd'hui, c'est le combat de tous les Congolais finalement. Bien sûr, ça a toujours été le combat de tous les Congolais, surtout le combat du président de la République. Le président de la République a toujours été attaché à la paix, et comme il le dit, la paix des cœurs et la tranquillité des esprits. Les Congolais n'ont pas besoin de grand-chose. Quand vous voyez la population congolaise, elle dit toujours qu'elle a simplement besoin de quiétude, d'avoir à manger et du travail. Et le président de la République a toujours tenté et toujours voulu répondre à ces aspirations-là. Je reviens encore une fois sur la définition du terrorisme qui a été pour la première fois définie en droit français par la loi du 9 septembre 1986. Voilà. Je lis, exact, une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. C'est exactement ce que ces bébés noirs y font, ces Koulouna. Ce ne sont pas des délinquants, comme Maître Ben Luther l'a dit, excusez-moi, précédemment. Un délinquant, c'est quelqu'un qui commet des délits. Nous ne sommes plus dans la délinquance à partir du moment où on a des personnes qui ouvrent des ventres à des mères enceintes.
ou qui coupe des pieds pour l'exhiber sur Internet. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans le qualificatif du délit, là. Nous sommes dans la terreur, nous sommes dans les crimes. Et le président de la République, par son discours et par ses actions-là, il a répondu et il va encore répondre, comme lui-même il a dit, à ces bandits-là qu'il faut capturer jusqu'au dernier. Et c'est exactement ce qu'il fera. Et il faut également accompagner. Et le président, excusez-moi, non mais le démantèlement. Allez-y. Et le président, il a encore demandé à la population d'accompagner ces efforts-là et surtout d'accompagner la force publique parce que, comme je vous l'avais énoncé, la population congolaise avait reçu des messages notamment pour aider les forces publiques à pouvoir retrouver ces personnes qui étaient recherchées dans le cadre de leurs exactions, dans le cadre de leur terrorisme contre la population congolaise. Et donc, j'invite encore la population congolaise aujourd'hui à dénoncer et surtout à accompagner la force publique. Parce que un délinquant qui fume, ce n'est pas un terroriste qui, par exemple, tue ou coupe le pied pour l'exhiber sur Internet et de manière gratuite. Merci de manière gratuite. Guy Mafimba, avant qu'on passe à notre thématique. Écoutez, vous savez, il y a Pasqua qui disait, il y a une formule formidable, quand il y a une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire, après personne ne se retrouve. Je vous ai dit tantôt, lorsque vous voyez le discours de M. Denis Sassou Nguesso, il a commencé d'abord par nous lister toutes les violences politiques jusqu'à maintenant, et il glisse sur l'histoire de Kuluna, c'est fait exprès. C'est la ruse politique, le cynisme politique de M. Denis Sassou Nguesso. Il a voulu transposer les violences dont il a été acteur. Par exemple, en 1997, lorsqu'il a fait venir les mercenaires, c'est le seul chef d'État au Congo qui a fait venir des mercenaires de Mobutu, les mercenaires tchadiens, les mercenaires hutu-rwandais génocidaires, pour venir prendre le pouvoir par les armes au Congo-Brazzaville. Donc s'il faut parler de violence, c'est lui l'incarnation de la violence de ce pays-là. Donc lorsqu'il parle de Kuluna, après cette séquence, et d'ailleurs, la sémantique a évolué, il a dit quelque chose d'intéressant. Vous avez vu, il a pu parler de la DGSP. Il parle maintenant de la force publique. Or, la réalité sur le terrain, c'est la direction des opérations de la DGSP qui est en train de faire du maintien d'ordre qui se transforme en exécution extrajudiciaire. Qui est la force publique aussi ou pas? Qui fait partie de la force publique, bien entendu. Monsieur au Congo, je vous ai entendu parler, s'il vous plaît. Laissez-moi le temps de m'exprimer, essayez d'être élégant. Cette évolution sémantique, c'est la ruse politique de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il s'est rendu compte que les exécutions extrajudiciaires, avec ces images qui aujourd'hui font le tour du monde. Vous avez vu ce qui s'est passé à Gaza? L'ONU s'est intéressée après cette exécution des 2 ou 3 Palestiniens. Il le sait, il parle maintenant de la force publique pour diluer ses responsabilités. Mais non, lorsqu'il parle, il veut faire de cette affaire de Kuluna et Bébé Noir comme quelque chose. Mais pourquoi? On a fait un peu trop, à votre avis? Mais tout simplement parce qu'il n'a pas de bilan. La seule chose, parce que Denis Sassou Nguesso, quand il parle de la paix, c'est pour inoculer la peur. Raison pour laquelle il est en train d'exécuter ses enfants devant les populations, devant leurs familles. Parce qu'il estime quoi? Il faut créer une ambiance de terreur dans le pays. C'est ce qu'il a réussi à faire, afin que les questions politiques véritables... Moi, je vous dis par exemple... Dans une semaine, là, nous allons organiser, moi en tant qu'acteur politique, à Brazzaville, un colloque. Mais je peux vous dire que lorsqu'on va demander aux gens de venir à ce colloque-là, il y en a qui vont commencer à se poser des questions de savoir est-ce que je vais m'afficher avec Guy Mafimba. Donc, et je continue à dire que ce phénomène des délinquants juvéniles, Bébé Noir et Kuluna, il a dit quelque chose d'intéressant en plus, 2 choses d'intéressantes. Il a parlé de bandes organisées préméditées. C'est-à-dire qu'il est dans le dispositif du complot. Pour lui, il estime que ces bandes armées-là, ces Kuluna-là, sont plus ou moins... Il y a une ficelle qui est tirée par une écurie du pouvoir. Donc il fallait démanteler parce que pour lui, ces gens-là devaient s'organiser d'ici 2026. Et il dit encore quelque chose. C'est là où il se contredit quand je parle de la bipolarité. Il dit, j'avais pris un engagement devant la Constitution
sur la Constitution pour la paix dans mon pays. La Constitution a donné un mandat à Denis Sassou Nguesso de demander à ce qu'on tue des gens. Non. Donc il est dans l'illégalité. C'est ce qu'on appelle la violence illégitime de l'État. La violence légitime de l'État se fait dans un cadre légal. Et nous continuerons de dire que ce qui se passe aujourd'hui, la population ne peut qu'applaudir, ce n'est que normal, parce que c'est son rôle de protéger les populations. Il a failli depuis 28 ans. Les Koulouna, c'est le produit de la génération Denis Sassou Nguesso. Et aujourd'hui, au moment où il faut éradiquer ce phénomène, il aurait pu faire comme on le fait à Kinshasa. À Kinshasa aujourd'hui, on a créé des centres. Les Koulouna d'hier sont devenus les bâtisseurs et la proportion n'est pas la même. Hein. Si on parle de 1000 Koulouna au Congo, à Kinshasa, on peut parler de 5000. Hein. Donc, ce qui se passe là avec M. Denis Sassou Nguesso, c'est un stratagème politique, inoculer la peur et faire en sorte qu'il soit ce qu'il appelle, lui, le garant de la paix. Mais je dis à M. Denis Sassou Nguesso, nous disons à la jeunesse congolaise dit à M. Denis Sassou Nguesso, si les 2 années de la jeunesse, consacrées à la jeunesse, se résument à tuer les jeunes, ça dit que ce monsieur est véritablement il est en train de jouer le rôle le plus néfaste que peut jouer un chef de l'État, c'est-à-dire détruire toute une génération. Vous avez apporté tout à l'heure, Guy Mafia, vous êtes acteur politique, je crois que c'est pour la clarté du débat. Finalement, comment l'opposition se positionne sur ce sujet, sur cette opération? En fait, on a l'impression qu'il y a une certaine opposition de la diaspora qui considère depuis Paris que ça y est, c'est trop. Et il y a une partie de la population qui est en phase, comme disait Antoine, avec cette opération. Quelle est la bonne approche selon vous? Mais la population ne peut que applaudir. Pourquoi? Parce qu'ils en ont souffert. Mais la responsabilité de qui? Qui est le ministre de l'Intérieur? C'est le ministre de l'Intérieur de M. Mafimba. Le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur de M. Denis Sassou Nguesso. Donc c'est comme si moi je vais aller retirer l'argent dans un distributeur automatique, je dis merci distributeur automatique. Mais c'est mon argent. La population avait besoin qu'on lui garantisse la sécurité. Bien. Et pendant 13 ans, on a entretenu ces bébés Koulouna, là, une des écuries de M. Denis Sassou Nguesso. Maintenant, comme ils sont en train de se battre pour la succession au pouvoir, et maintenant il faut utiliser cela comme un stratagème pour créer la peur dans le pays. Qu'est-ce que l'opposition pense? Mais nous pensons une chose. M. Denis Sassou Nguesso, prenez vos responsabilités, mais dans le cadre de la loi. Nous exigeons le cadre de la loi, de la loi, le cadre juridique. Pourquoi? À moins qu'on nous dise que nous sommes dans un pays de barbares. Le Congo n'est pas un pays de barbares. Moi, Guy Mafima, je ne suis pas un pays de barbares. Et je dis à M. Denis Sassou Nguesso, si véritablement, lui qui est né depuis si les différents États qui se sont succédés, les différents régimes qui se sont succédés, ont traité nos jeunes déviants comme il le fait, lui, il ne serait pas en vie aujourd'hui. Donc, le rôle d'un chef de l'État, ce n'est pas de détruire sa jeunesse. Trouvez-moi un seul pays au monde où un chef d'État se lève un matin pour dire « moi, j'ai ordonné » et en train de tuer. Il n'a même pas eu un mot. Je termine là-dessus. Oui. Sur les jeunes aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de jeunes documentés, disparus. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont partis. On est parti les rafler dans les commissariats. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont été abattus, mais qui ne sont pas des Koulouna. Pas un seul mot. En tout cas, une chose est certaine, c'est que vous parlez de jeunes, mais je pense que le président n'a pas le même verbalisme que vous. Hein. Il parle de groupe. Oui, alors... Le groupe Sans foi ni loi, Ben Luther. Oui, très rapidement, puisqu'on parle toujours du même sujet, je ne vais plus revenir sur la question du terrorisme. Je crois qu'Antoine a cité la loi du 9 septembre 1986, c'est son article 1er qui définit ce qu'est le terrorisme. Il ne faut pas toujours lier le terrorisme avec une idéologie politique ou islamique, etc. Ça, on passe. Je reviens sur ce que mon doyen ici disait, que pour le président Sassou, cette opération, c'est pour créer un climat de terreur. Et je me rappelle, et là je m'appuie sur les mots de mon cher doyen Lucien ici, lors de la première émission qu'on avait faite sur les Koulouna, qui disait que le président Denis Sassou Nguesso avait d'autres moyens institutionnels pour pouvoir créer la peur que de s'appuyer sur cette opération. Donc pour moi, ça c'est un faux débat. Ça c'est un faux débat. Et j'aimerais bien me poser une question en fait.
et que si les Congolais qui me suivent, on sort un peu de cette politique politicienne, d'accord? Posons-nous la vraie question. Non, ce n'est pas la politique politicienne. Je retire le mot. Non, vous m'avez traité ici de sortir du juridicisme. Oui, non, mais ce n'est pas la politique politicienne. Non, vous m'avez dit faire du juridicisme pour le juridicisme. Je fais la politique. C'est de bonne guerre, mon doyen. C'est de bonne guerre, mon doyen, parce que vous politisez tout. Mais vous... Non, je ne politise pas. Vous êtes en train... Quand les Congolais qui nous suivent... La sécurité si vous pouvez me fait laisser partie d'une avancer, politique publique. Si vous pouvez me laisser Et lorsqu'elle est mal avancer... faite, le politique doit recadrer. Oui, mais si vous pouvez me laisser avancer. C'est une obligation. Si vous pouvez juste me laisser avancer. Voilà. Et je pense que quand on fait la politique pour l'intérêt du peuple, pour l'intérêt de la population. Quel est l'intérêt de la population aujourd'hui? C'est d'abord, dans un premier temps, de vivre en paix et en sécurité. Vous semblez nier la légalité de cette opération. On a donné lecture ici des textes du décret de 2009. Il a dit que l'opération n'intervient pas dans le cadre légal. Mais on tue pas les gens comme ça, par contre, maître. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des exécutions? Si je peux juste avancer. Je te pose une question. Tu es maître, tu es juriste. Est-ce qu'une exécution extrajudiciaire fait partie du cadre légal du Congo? Mais bien entendu, non. Bon. Mais laissez-moi expliquer. C'est pas le cadre légal. Mais laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Laissez-moi expliquer. Voilà. On condamne tous les exécutions extrajudiciaires, mais vous semblez donner l'impression que tous les Koulouna qui ont été attrapés ont tous été tués. Et ensuite, vous attribuez, vous attribuez... Il n'y a pas encore de procès, rassurez-moi. Mais ça fait quoi, à peine 1 mois et demi que l'opération a commencé? Un mois et demi que l'opération... La flagrance, c'est devant les tribunaux. Il faut faire attention. Il n'y a pas là forcément de flagrance. Il n'y a pas de comparaison. Mais en plus, qu'il a dit quelque chose d'intéressant. Je ne peux pas y parler, en fait. Non. Je vous laisse parler. Non, parce que c'est la politique qui doit tout dire, parler. Non. Lorsqu'une opération, un mois, 2 mois après une opération, le ministre de l'Intérieur aurait pu venir dire 1 mois d'opération, voilà le nombre de Koulouna que nous avons arrêtés, voilà ceux qui sont tombés, voilà ceux qui sont en prison. Jusqu'aujourd'hui, monsieur est venu dire, bon, on va les traquer jusqu'à la rigueur dans les chiottes. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arbitraire. Si vous me laissez avancer, si vous pouvez me laisser avancer, je pense que... Je voudrais juste dire quelque chose. Les opérations de la DGSP se basent sur les enquêtes qui ont été précédemment faites par les opérations de police et de gendarmerie. La DGSP est venue simplement compléter. Cela veut dire qu'il y a toujours des enquêtes qui sont en cours, comme le président l'avait dit lors de l'inauguration du... Mon cher doyen Mafimba, persister, continuer à dire qu'il s'agit juste des délinquants, que c'est de la délinquance juvénile, il oublie des crimes qui sont commis. À mon sens, c'est très grave quand même pour un acteur politique. Mais je n'oublie pas. Regardez, je vais vous dire vous devez qualifier les choses telles qu'elles sont. Moi, je veux qu'on sorte un peu... vous me reprochez de faire du juridicisme, mais qu'on sorte un peu de ce cadre-là. Posons les vrais termes du débat. Où sont les tribunaux, maître? Non, mais attendez. Il n'y a pas de tribunaux. Vous parlez de quoi? Vous pensez qu'organiser un procès, ça se fait comme ça? Attendez. Oui, ben, il faut terminer. On parlera de choses. Je peux même pas placer un mot. Vous avez 1 minute, allez. En fait, les politiques, c'est ça le problème. On pense qu'organiser un procès, on se lève juste comme ça, on a attrapé, voilà, un procès, on organise. Mais il vient de dire que les dossiers sont à niveau de la police. On va être très cash sur ce plateau. Vous dénoncez la naïveté de l'opposition congolaise, finalement. Mais l'opposition congolaise a toujours été naïve. Quelles sont les actions qu'il mène aujourd'hui? Aujourd'hui, le président même il dénonce même au sein de son système qui a la corruption, le verre de le fruit, etc. Aviez-vous vu l'opposition organiser des forums, des conférences ici et là pour dénoncer la corruption? Non, parce que finalement, ils sont eux-mêmes, on va dire, ils bouffent eux-mêmes avec le pouvoir. C'est très clair. Voilà le résumé. Pour terminer ce sujet. On peut dire ça, puisqu'on voulait qu'on sorte. Pour terminer sur ce sujet, c'est clair que c'est un crime, bien entendu, ce sont les crimes. Ah, vous admettez que c'est un crime? Laissez-lui terminer. Allez-y, mon doigt. Donc, en revanche, la procédure utilisée pour punir ces crimes
n'est pas au point. Mais ça ne se fait pas du jour au lendemain d'abord comme ça. Il y a des... Attendez. On est en droit, il y a ce qu'on appelle la procédure pénale. Les règles sont déterminées. Quand on arrête quelqu'un, dont on a encore juste des soupçons, il faut mener des enquêtes. Vous avez dit que vous ne voulez pas vivre dans un État barbare. Vous ne voulez pas vivre dans un État barbare et vous voulez qu'il y ait des procès expéditifs, en fait. Une chose est certaine, en tout cas, on invite le ministre de l'Intérieur à nous fournir toutes les résultats, des chiffres, des arrestations et tout. Faire appel à des procès expéditifs, là encore, c'est souhaiter qu'il y ait un État barbare, en fait. Mondouin a dit qu'il ne veut pas vivre dans un État barbare, mais il souhaite qu'il y ait des procès expéditifs, c'est-à-dire rapides. C'est ce que vous voulez. Les opérations se poursuivent et on ne sait pas où est-ce qu'elles iront. En tout cas, j'espère qu'elles prendront fin avant la fin de l'année. Je dirais juste que les attentats qui ont été perpétrés à Paris... Oh là là, monsieur... Oui, l'audience, c'est pas tout de suite. Non, mais arrêtez un peu. Bien. Arrêtez un peu. Merci. Organiser un procès, merci ça a un coût. Antoine. Et je le présente aussi à parler d'un autre sujet, la jeunesse. Je pense qu'on a un peu trop fait dessus. Donc j'aimerais qu'on parle aussi d'un autre point assez intéressant, celui de l'approvisionnement en eau, qui je sais que c'est un sujet qui intéresse particulièrement les Congolais. Le président s'est lui-même dit préoccupé, je cite, par les insuffisances qui entravent le fonctionnement de ces secteurs. Il reconnaît néanmoins que des efforts sont nécessaires pour permettre au Congo de disposer de systèmes efficaces d'alimentation en eau potable. Et on va plus loin, le président, je crois, a mise sur le plan Mattei, du gouvernement italien, pour, je cite, apporter des solutions durables en matière d'approvisionnement en eau. Lucien, vous qui connaissez très bien ces sujets, enfin, on nous parle le Congo est un pays riche, que Dieu a béni, comme on dit. Pourquoi le problème d'approvisionnement en eau potable est aujourd'hui encore au cœur des débats? À votre place, il y avait le ministre porte-parole du gouvernement qui m'avait expliqué comment on fabriquait de l'eau. Je lui avais posé une question très simple. Pourquoi ce problème persiste? Il y a un réseau hydrographique, effectivement, qui est très important au Congo. Le Congo est béni par les dieux. D'accord? Il y a de l'eau qui coule. La question fondamentale, cette eau qui coule, il faut la canaliser, il faut la transformer. Donc, ça pose quel type de problème? Le problème de l'organisation. Est-ce que l'eau, ça va paraître provocateur ce que je dis, est-ce que l'eau est considérée comme prioritaire pour le gouvernement congolais? Non. Mais quand le président dit qu'il est préoccupé... Non, mais c'est une... Ça fait 40 ans qu'il est préoccupé. Parce que si l'eau était prioritaire pour le gouvernement congolais, tous les moyens auraient été mis en place pour résoudre cette problématique. Pas besoin forcément d'aller voir l'Italie, d'accord? Il y a autour de l'Italie ou d'autres pays, en fait, des managers capables de répondre à ces questions-là. Allons plus loin. Qui dirige ces sociétés, les sociétés congolaises de l'eau et tout, etc. C'est-à-dire que on a mis l'accent sur l'incompétence. L'incompétence des dirigeants, et quand les dirigeants sont incompétents, quand ils ne vont pas jusqu'au bout, ils ne sont jamais sanctionnés. C'est ça le problème. Le président, en effet, ne peut pas tout faire. Le président a un projet politique. Ensemble pour l'avenir, ensemble continuons. D'accord. Après ces différents projets de société. D'accord. Mais sauf qu'on a l'impression que les moyens ne sont pas organisés. On ne pourrait pas, globalement, avec le pétrole que nous avons, prendre un petit pourcentage, une ligne budgétaire, pour l'affecter à l'eau, pour l'affecter à l'électricité. Intellectuellement, c'est possible. Mais pourquoi on ne le fait pas? Aucune volonté politique. Et voilà. La volonté politique n'y est pas. Et puis, je vais dire quelque chose qui peut aussi choquer. Quand vous mettez les gens, les personnes, dans une situation de demande permanente, ils ne peuvent pas se révolter. C'est le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on va trouver des justifications à son bourreau. Et donc, on ne se révolte pas. Regardez ce qui se passe. Comment un pays béni par les dieux de l'eau, effectivement, connaît ce type de problème. Guy Mafimba, que l'opposition propose quoi pour régler ces problèmes? Avant l'opposition a des propositions concrètes, mais je vais résumer en une phrase la tragédie congolaise. Les indicateurs du développement humain. L'eau. Les Congolais n'ont pas accès à l'eau. Les Congolais n'ont pas accès à l'électricité. Les Congolais n'ont pas accès à des écoles fiables et autres. Les Congolais n'ont pas accès à la santé. Donc, tous ces indices de développement humain, monsieur Caril, ça fait 28 ans qu'il est là.
quand je vous disais tout à l'heure que les Congolais ne suivent plus les discours de Denis Sassou Nguesso, parce que ça fait 28 ans qu'il dit la même chose. Prenons le cas de l'eau, il a dit « je ne veux pas aller plus loin ». C'est une question de volonté politique. Un pays qui est... Et lorsqu'il fait allusion au plan Mattei, moi j'ai envie de pleurer, comme disait Henri Lopez, le pleurer rire. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus la risée du monde. Et il se dit panafricaniste. Et il attend les fonds de Mattei pour donner de l'eau aux Congolais et de l'électricité aux Congolais et les écoles. Prenons le cas des écoles, par exemple. Tout à l'heure, mon jeune frère parle de le fameux lycée de 10 000, soi-disant. Le lycée le plus, on va dire, le plus grand lycée en France, j'ai vu les statistiques, c'est 5 000 élèves. 5 000 élèves. Et on se réveille un matin, on casse un lycée, on dit 10 000 élèves, voilà. Mais alors que lorsque vous voyez la cartographie congolaise en termes d'accès à l'école et autres, le Congo est revenu, même avant les indépendances. Les questions de santé, c'est encore pire. Donc, non seulement il y a un problème de volonté politique, mais un problème d'incompétence et de quelque chose qu'il faut dire, de népotisme, de clanisme. Je vous prends un exemple qui m'a choqué. M. Denis Sassou Nguesso se réveille pour dire qu'il va construire une université à Oyo, dans sa ville natale. M. Caril, du haut de mon âge aujourd'hui, du haut de mon statut de l'opposition, je dénonce ce népotisme, ce clanisme, ce tribalisme, quasiment... comment je peux dire ça? Pourquoi Oyo, si on veut ériger une université, on en a une et deux, celle de Denis Sassou Nguesso, mais dans la partie Brazzaville et autres. Mais si on veut ériger une université pour la partie septentrionale, mais allons à Ouando ou quel chef-lieu ou à Ifondo. Pourquoi Oyo? Vous voyez bien que nous sommes dans une gouvernance quasiment primitive qui a échoué sur tous les plans et sur ces questions d'indicateurs. Plus rien ne peut sortir de la bouche de M. Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'est le temps des propositions. Les propositions sont simples. Le problème d'eau, c'est quoi? Le problème d'eau, c'est nous avons une usine qu'ils ont construite avec l'aide des Chinois, subfacturée par M. Bouya, parce qu'il faut dire les choses, qui aujourd'hui, il faut tout simplement ériger, mettre en place des usines de transformation de l'eau. C'est pas compliqué. Pour le problème d'électricité, nous avons le même problème. L'électricité, c'est quoi? La production et le transport. La production, on avait un site qui pouvait donner l'électricité à tout le territoire du Congo-Brazzaville, c'est le site de Sunda. Mais pour des raisons, on va dire subjectives, M. Denis Sassou Nguesso a préféré le site d'Imboulou, alors que les experts lui avaient déconseillé ce site qui n'était pas approprié à ériger une telle usine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production, on a mis plus de 500 milliards à Imboulou, qui nous rapporte absolument rien. Et on peut même mutualiser les moyens. Lui qui parle de panafricaniste, on aurait pu travailler avec la RDC pour faire fonctionner une deuxième turbine à Inga. Ça, il ne le fait pas. Donc, voilà les deux solutions. Maintenant, sur l'école et la santé, allez voir le projet de loi de finances 2026 du Congo. On fera une émission. Vous allez comprendre une chose, on prend l'argent, on met dans la sécurité, on met dans la défense, et les besoins vitaux de la population, ce n'est pas à l'idée de M. Denis Sassou Nguesso. Parce que tout simplement, ça ne l'intéresse pas. Tout ce qui l'intéresse, quand je parlais tout à l'heure de l'ambiance de terreur, c'est de faire en sorte que j'y reste. Ceux qui continuent à m'emmerder, ben voilà, j'utilise la force. Aujourd'hui, c'est la CNPC, la compagnie pétrolière, qui construit les lycées, les écoles. C'est-à-dire qu'il faut que l'État dise qu'ils n'ont plus les moyens, qu'ils démissionnent.
Vous voyez? Mais oui, c'est ça aussi la réalité. C'est pour ça qu'il est très bien d'avoir des gens du pouvoir pour venir apporter la réplique. Mais bien sûr. C'est compliqué, Ben Luther. Carly, merci. Sur la question de l'eau et de l'électricité, je pense qu'on partage tous le même constat. C'est un échec. Moi, comme vous le savez, je suis pour le bien de la population et l'eau et l'électricité au Congo-Brazzaville, c'est un vrai casse-tête. Voilà, c'est un échec. Et le président l'assume d'ailleurs. Et il dit que c'est une question, c'est qui le préoccupe et donc qu'il a des projets dans ce sens-là. Pour aller très rapidement... Après, on ne peut plus avoir des projets. Bon. Après, on démissionne, mon cher ami. C'est deux générations. En politique, je pense que tout instant est quand même bienvenu pour pouvoir entreprendre une action. Sur l'école, le doyen parlait tout à l'heure, on parlait du complexe Liberté. Alors, c'est un complexe, c'est pas un lycée, c'est pas qu'un lycée. C'est un complexe, c'est-à-dire vous avez l'école maternelle, l'école primaire, le collège et le lycée, et l'ensemble, ça fait 10 000 capacités, en termes de capacité. On n'a pas dit que c'est 10 000 élèves qui sont là, mais c'est juste en termes de capacité. Vous dites qu'au Congo, il n'y a que 2 universités. À Brazzaville, il y a 2 universités. Maringouabi et l'université Denis Sassou Nguesso de Kitele. Il y a une université Luango à Pointe-Noire qui est en construction. Non, c'est privé, ça n'a rien à voir avec... Il y a une université catholique qui est privée dans la même zone, qui a été inaugurée. Et il y a une autre université, l'université de Luango, qui est en construction. Qui n'a même pas commencé. C'est qui est en construction. Antoine, vous êtes sur le terrain, vous confirmez l'information? C'est même pas construction. La construction a été commencée de cette université. Et la réalité, regardez, la dernière fois, on nous a parlé ici de... Non, c'était pour avoir une confirmation. Ben, reprenez la parole. Voilà. Non, monsieur au Congo, vous savez... Allez-y, on est tous à Paris. Partout. On est tous à Paris, mais on sait ce qui se passe un peu au pays. C'est pas l'argument. Donc, je disais quoi, en termes d'école, il y a beaucoup de lycées d'excellence qui sont construits un peu dans tous les départements. Que de nom, excellence. Bon, je ne sais pas, ça c'est trop lycée d'excellence, aucun lycée a commencé mon cher. Je peux juste avancer. Non, il faut dire la réalité aux Congolais. Mais je parle en termes d'infrastructure. C'est le président qui parle en termes d'infrastructure. On ne peut pas avoir des lycées comme ça sans infrastructure. Ils ne vont pas étudier comme ça en plein air, etc. Donc, il y a d'abord cette volonté politique en termes d'infrastructure qui est là. Moi, j'aimerais juste en faire un petit saut, juste un tout petit peu historique. J'étais encore très jeune. Peut-être que mes doigts ici vont m'aider. Peut-être que je n'étais pas encore né. Lorsque le président Denis Sassou Nguesso passe le pouvoir en 92, il laisse au Congo une dette d'1,4 milliard de francs CFA. Quoi? Je m'explique, les données ne sont pas de moi, j'ai lu l'ouvrage. C'est faux, mais le Congo, laissez-moi avancer. Pour le pouvoir, le Congo est le plus... Laissez-moi avancer. C'est une contre-vérité, je ne peux pas... On va fact-checker après, allez-y. Non, c'est une contre-vérité. Allez-y, j'ai l'information. Vous avez des statistiques? Non, elle est fausse. Vous vous appuyez sur quoi? Je vous donne mes sources. Je suis en train d'écrire un ouvrage sur l'histoire des institutions public au Congo. J'ai lu l'ouvrage de M. Xavier François Verschave, qui s'appelle L'envers de la dette, publié en 2001. Laissez-moi avancer. Allez-y. L'envers de la dette est publié en 2001. Allez lire les pages 57 et 59. Je donne avec des précisions. J'ai lu encore l'ouvrage de Xavier Harvel, publié en 2007. Non, Harvel aussi. Harvel, oui. Harvel aussi. Publié en 2006, qui s'intitule L'Afrique, pillage à huis clos. Dans page 59, allez voir. Dans ces ouvrages, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que le président Sassou laisse une dette. Ça peut être vrai ou faux, mais je vous cite juste les sources. 1,4 milliard de francs. Quand le président Lissouba arrive, mais laissez-moi avancer. Allez-y. Après, il n'y a pas de souci. Le président Lissouba, quand il arrive, entre 93 à 96, et je rappelle que c'était le président Yombo Pango qui était son premier ministre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'endette auprès de Oxy, la société américaine pétrolière. Il va 150 millions de dollars. Elf, il s'endette auprès de Elf 180 millions de dollars.
Elf va l'aider à obtenir des banques françaises un prêt de 150 millions de dollars. Mais qu'est-ce que vous voulez démontrer? Mais laissez-moi. Allez-y. Je il peux faut pas rester laisser- dans vous le pouvez pas me couper. Et donc, la dette est passée de 1,4 à 3,8 milliards. C'est selon ces sources-là, d'accord? Moi, j'aimerais juste poser une question. Et ils ont engagé quoi? Ils ont engagé le pétrole, notamment le gisement important de Kossa. Je parle là, vous voyez, je suis clair dans mes propos. Allez-y. Le gisement de Kossa qui a été gagé par le président Lissouba. Son premier ministre était le président Yombi Opango. Et le ministre de l'économie, c'était M. Mungonga Ngila, que tout le monde connaît. Voilà, je cite. Et donc, j'aimerais savoir, qu'est-ce que pendant cette période-là, que le doyen Mafimba ici me cite, une seule école ou un seul hôpital qui a été construit avec cet argent? Bon, Avec cet argent. Non, juste ça. Tu as dit qu'il est en train de parler d'un débat et dont, passe-moi le terme, dont il n'a aucune maîtrise. Non, il n'y a pas de maîtrise. Je vous cite les sources. Mais si vous parlez, si vous me répondez, citez vos sources. Je te réponds. Voilà, et En citez une vos minute, sources. parce qu'il faut En qu'on une ferme minute, parce que là, l'émission. On tu a pris beaucoup de temps. 92, lorsque le président Lissouba prend le pouvoir, le Congo est le pays le plus endetté par tête d'habitant. C'est vrai. Quelles sont vos sources? Oh là là. Mais citez les Je sources, vous parlais êtes un de homme François politique. Ministre, Si vous voulez me convaincre, vous êtes s'il un te homme politique, vous plaît. devez citer les Parce que sources. Verschaff Il ne faut n'a pas pas- surfer comme ça. Maître, Il ne faut pas surfer, vous citez les sources. Sois tranquille. Vous citez les sources. Sois Non, tranquille. vous me dites Allez-y, que je allez-y, maîtrise Guy pas. Mafimba. Je vous donne les Mais sources. il- Mais vos chiffres Mais sont c'est doux. si Banque mondiale. De quel Est-ce que tu rapport? Citez, soyez cohérent. Est-ce que tu peux m'écouter? Vous ne Je sais voulez pas. pas m'écouter, donc vous me coupiez à chaque fois. Mais tu as dit des contre-vérités, Mais voire pourquoi des je vous absurdités. cite les sources? Mais on vous Mais écoute. c'est pas une Vous source, connaissez le Verschaff. voyage ou pas? Mais Et est-ce tous que les tu- Congolais peuvent aller vérifier Mais l'information. est-ce J'ai donné même le mais- numéro de Là, page. là, là, Maintenant, vous m'apportez S'il te plaît, une s'il te source plaît. On va contraire. pas perdre le temps sur cette Avec ça, thématique. non, Exactement. Voilà. Non, il faut quand même retracer en une minute. Le Congo sort de la conférence nationale avec 5 milliards de dollars de dette. C'était le pays le plus endetté par tête d'habitant. Le président Lissouba arrive au pouvoir. Le Congo a échoué à 2 programmes d'ajustement structurel. Le pays est ruiné. Et lorsqu'il se lance dans les élections, il y a des troupes qui arrivent. Il demande un crédit relais que Sassou faisait avec Elf Aquitaine. On lui refuse le crédit relais. Il se tourne du côté Onoxy pour avoir le crédit relais et organiser des élections. Voilà. Non, voilà. il a gagé le Oh pétrole, là il faut le dire. Bon, Ça, merci, faut dire merci, qu'il merci. a gagé le pétrole. Mais Pourquoi vous donc, ne voulez pas dire les mots? pour parler de Vous voulez l'histoire- qu'on assume, mais dites les mots. Il a gagé le pétrole. Monsieur Antoine, je termine avec vous. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire savent qu'il avait gagé le pétrole. Maître, Je termine avec vous, Antoine. Est-ce que il faut Voilà. respecter ton ce statut. discours à Non, c'est pas un truc de à statut, quelques c'est mois une de la- information. Merci beaucoup. Je n'invoque pas, je m'appuie sur les sources. Merci beaucoup. Est-ce que C'est ce pas un discours truc à de quelques statut. mois Verschaff n'est pas une source, je suis désolé. Mais c'est quoi? C'est quoi? Mais vous, Messieurs, quelle est votre source? Merci. Antoine, à quelques mois de la présidentielle, est-ce que ce discours un peu, je dirais, séduit le cœur? Puisque Dame Mafimba disait que les Congolais s'en fichent un peu hein, des prises de parole du président de la République, ce qui est assez surprenant. Les Congolais, ils ne s'en fichent jamais des prises de parole de leur président, tout comme un président dans chaque pays, il est toujours écouté. Que l'on soit d'accord ou pas d'accord, que nous l'aimions ou pas, on écoute toujours le président parce qu'il a toujours des choses importantes à dire, notamment sur l'avenir du pays. Et par rapport à sa feuille de route et notamment par rapport aux élections, moi je pense pas que ce soit un bilan pour préméditer ou avancer une candidature, mais c'est simplement un bilan pour dire ce qu'il a fait et ce qu'il va réaliser, notamment dans le cadre de son PND qui se termine l'année prochaine. Et il faut également rappeler quelque chose. Les Congolais ont simplement, comme je l'ai dit, besoin de paix, de travail et d'électricité et d'eau. Et le président a toujours mis les moyens pour redynamiser tous ces secteurs-là et surtout pour essayer d'apporter aux Congolais ce dont ils ont besoin. Comme le ministre Mongala, il avait dit sur votre plateau, il y a d'abord le primordial, ce qui est nécessaire, et ensuite ce qui peut être fait de manière secondaire. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement au Congo. On rappelle que nous avons des problèmes de trésorerie qui engendrent des tensions, notamment sur tous les ministères. Et donc, on est obligé de faire avec. D'ailleurs, en France, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nous avons une dette colossale et nous sommes obligés de tirer sur certains points pour essayer de contenter la population. Et c'est ce qui se passe notamment avec l'électricité et l'eau notamment. Donc, j'invite également encore une fois à mes collègues sur le plateau de pouvoir
simplement réellement venir sur le terrain et surtout étudier vraiment ce qui se passe dans le pays et en adéquation avec la vision du président de la République. Et je rappelle encore, il y a quelque temps, je crois que c'était le mois dernier, il y a une sous-station qui a été également inaugurée à Evo dans le Nord, afin de redynamiser le secteur électrique du Congo. Donc, il y a énormément de réalisations qui sont faites. Ça prend du temps, Attention, mais elles sont également faites. Il faut être sérieux, Antoine. Mais les tensions de trésorerie, elles sont faites parce que le président essaie de faire Non, il y a énormément une politique publique. Et je me rappelle, notamment, nous avons eu la municipalisation Alphonse, accélérée. je dis Alphonse. Nous avons eu des Antoine, essaie municipalisations accélérées. de prendre un peu de la hauteur. Non, mais ne me coupez pas, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. La courtoisie nous honore, nous sommes des hommes. Donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que la tension de trésorerie demeure au Congo tout simplement parce qu'il y a énormément de chantiers qui ont été lancés en même temps. C'est normal. Nous essayons de faire tout en même temps, mais il faut également pouvoir gérer et arbitrer. C'est uniquement dû à cela. Après, effectivement, le président, il avait également énoncé quelques problèmes, notamment dus au ver qui est dans le fruit. Et le président également a travaillé et il travaille constamment sur ces problèmes de corruption. Et donc, à un moment donné, il faut également l'accompagner dans ses démarches. Le président dénonce des choses au sein de son système. Moi-même, je l'ai rappelé tout à l'heure. Il dénonce des choses qui ne fonctionnent pas au sein de son système. Après, on peut lui reprocher le fait qu'il n'y a pas de sanctions peut-être derrière. Mais l'opposition, que fait-elle? Quand le président grosso modo, le président qui se dénonce, mais l'opposition ne se saisit pas de telles opportunités, en fait. Et moi, encore... Je vais rajouter quelque chose. Il faut que rende l'antenne. L'opposition, souvent, parle pour les Congolais, mais aujourd'hui, ils ont quelle légitimité? La difficulté... Quelle est leur place au sein des institutions, en fait, du pays? Le problème, c'est que Sassou apparaît comme une marque déposée, et cette marque déposée limite, en fait, les marges de manœuvre de l'opposition. Merci, Lucien. 30 secondes. Je veux dire tout simplement qu'on n'est pas venu faire le débat sur l'opposition ici. C'est sur le Congo. Oh, s'il te plaît, Touareg. On est venu décortiquer le message de M. Denis Sassou Nguesso et la conclusion, malheureusement pour la mienne, c'est laquelle? C'est que nous avons une génération, instruite ou pas, qui est dans une espèce de servitude volontaire et qui prend un risque considérable parce que lorsqu'il parle de la dette, ils ne se rendent pas compte, lui qui parle de crise de trésorerie. Moi, j'ai cité mes sources. Lui ne sait pas que... Oh, s'il te plaît. Lui ne sait pas que... Non, je parle d'autre chose. Merci, monsieur, rapidement, Guy Mafimba. Non, juste pour dire une chose. C'est quand il parle de crise de trésorerie. Il ne sait pas que si Sassou a fait, M. Denis Sassou Nguesso, va donc chercher les eurobonds, c'est parce que dans le marché sous-régional, notre signature n'est plus crédible. On a été presque chassé. Et donc, ce pays, demain, on peut se retrouver avec des créanciers, voilà, qui viendront toquer à la porte, prendre tel ou tel département. C'est votre génération qui est en jeu. Donc, sortez des considérations subjectives, restez dans des considérations objectives, c'est parce que c'est du Congo dont on parle, et nous sommes tous ici Congolais, personne, je dis bien personne, n'a le titre foncier du Congo. Et M. Denis Sassou Nguesso est comme moi, citoyen congolais. Et je n'ai pas besoin d'être à Brazzaville pour savoir ce qui se passe, les difficultés. Merci Doyen pour ce conseil très précieux. J'ai juste une question à vous poser. Quand vous étiez au ministère du Tourisme, avez-vous menti aussi au président ou pas? Merci. Sur les statistiques. On arrête l'émission. Merci. Merci beaucoup. Merci Antoine, merci Maître, merci beaucoup Lucien, merci à Guy Mafimba, merci à Moustapha Kanté, à Romain Clicquot de Main à la réalisation. Et bonne suite de programme sur les antennes de Télé Sud.